Bonjour à tous, on est réunis ce matin autour de l'atelier donc D comme diversité, réussir son recrutement inclusif. Je me présente, donc je suis Carole Rowe, chargée de relations entreprises pour le Pôle emploi Marseille-Château-Gombert, qui est une agence spécialisée avec une expertise informatique, numérique, mais aussi BTP, communication, recherche et développement. Donc je vais laisser présenter les intervenants qui sont avec moi ce matin. Et ensuite, si vous êtes d'accord, on fera un petit tour de salle en fait pour que chacun puisse dire pourquoi il est là, son nom et sa fonction. Et ensuite, pas pourquoi non, pas pourquoi, pardon. En fait, l'idée c'est juste de vous présenter, de donner votre peut-être entreprise ou qui vous êtes, mais parce qu'on n'a pas trop le temps en fait de dire pourquoi, etc. Mais voilà, pour qu'on sache qui est dans la salle, éventuellement interagir et se connaître. Voilà, donc du coup, nous échangerons sur le sujet qui est vaste et voilà, sur lequel on pourrait parler des heures, mais on va vous donner notre regard en tant que Pôle emploi et comment on le vit dans notre quotidien en accompagnant chaque jour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Donc voilà, je laisse la parole à Du coup, moi, je suis Vanessa Brandel, également de l'agence Pôle emploi Château-Gombert. Je suis responsable de l'équipe entreprise et je suis très heureuse d'être là ce matin avec vous sur ce sujet qui nous tient énormément à cœur, du coup, c'est notre quotidien. C'est ça. Bonjour à tous, moi je m'appelle Inès Doudin, je travaille pour INCO, qui est un organisme de formation spécialisé dans la tech, où on accompagne des jeunes demandeurs d'emploi ou des publics plus largement éloignés de l'emploi vers les métiers du numérique. Donc on a à cœur d'accompagner des jeunes demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des femmes qui sont souvent éloignées des milieux de la tech également. Et donc moi, je vais apporter mon regard et ma vision d'organisme de formation qui accompagne justement ces jeunes qui veulent se lancer dans les startups ou les grandes entreprises que vous représentez. Je suis ravie d'être avec Pôle emploi pour pouvoir compléter et enrichir cet atelier. Et du coup, il y aura Eric aussi qui va vous présenter en fin de session, puisqu'on va essayer de présenter un petit peu les outils que Pôle emploi met à disposition au niveau du recrutement inclusif, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si, voilà, on va prendre un petit temps pour la présenter, et notamment un des recrutements qui est sur la MRS Codeur, qui peut-être va vous intéresser plus particulièrement. C'est parti ? C'est parti. Donc du coup, la question de la diversité... Ah pardon. Ouais. Juste un petit tour de salle pour se chauffer. Allez, Drivata. Drivata, donc nous sommes une solution qui codifie et améliore la conduite à partir d'applications smartphone. C'est une solution complète, dont une composante application smartphone. Nos clients, grandes entreprises, QHSE, RSE et aussi des écoles de conduite. Voilà. Je vais vous présenter donc Frédéric Beur. Bonjour, Catfish Tomei de French Impact, qui est l'accélérateur national d'innovation sociale initié par le gouvernement. Et donc forcément, la diversité et l'inclusion font partie des grands thèmes qu'on aborde. Et puis j'anime la table ronde juste après. Parfait, ok. Bonjour, Stéphane Jakubovic, je suis responsable du développement de Simplon en région PACA. Et Simplon est un organisme de formation international, puisqu'on a plus d'une centaine d'écoles dans le monde et nous formons au métier du numérique avec effectivement un grand pilier d'inclusion et d'insertion avec, c'est pour ça aussi qu'on est là, la diversité des publics et comment les mettre en avant. Merci. Alors, je vais prendre la suite. Bonjour à tous, je suis Sonia Pouradier. Je suis la future directrice de l'agence de Château-Gombert. Donc, je prends mes fonctions 1er octobre. Je suis ravie d'être mise dans le grand bain, c'est le cas de dire. C'est trop facile, mais je m'en sers quand même. Lors de cette première journée, ça va me permettre de rencontrer certains d'entre vous parce qu'on sera sûrement appelés à se revoir par la suite. Mais j'ai une entière confiance en Carole et en Vanessa. Elles connaissent bien leur sujet. Merci. Bonjour, Laetitia Paoli, je suis chargée de développement territorial à Simplon. Merci. Bonjour, Antoine Gallicchio, je travaille également chez Simplon et je suis en charge du développement de l'alternance.
Bonjour, Rémi Bégari, je suis le directeur régional de Vinci Énergie en région PACA. Bonjour, je suis Isia Grasilier, je suis responsable recrutement chez une entreprise qui s'appelle Les Filles et les Garçons La Tech. Et on est la première entreprise à mission dans le milieu de l'ESN. Ah ben, je connais pas. Bonjour, je suis Mathieu Samour, donc je suis brand ambassadeur chez Clanic, ESN également, société de conseil en IT, avec un sujet sur la diversité, l'inclusion et le recrutement de tout type de personnes, et donc des sujets qu'on s'est fixés comme objectif pour également devenir une entreprise à mission avec dans le cours de l'année 2022. Voilà. Merci. Bonjour, Alexandre Lebègue, je suis le directeur de Rocket School Marseille. Alors nous, on travaille beaucoup aussi avec Pôle emploi sur tout ce qui est reconversion. On forme des alternances qu'on présélectionne sur soft skills, type chasseur. On les forme pendant 3 mois avant qu'ils commencent leur alternance. Et ça marche super bien. Depuis qu'on s'est installé l'année dernière sur Marseille, on a remis en emploi 72 demandeurs et on lance une nouvelle promotion le 2 novembre. Voilà, enchanté. Bonjour, je m'appelle Loïc Dumas, je représente aucune société. Je suis revenu il y a une semaine de 16 ans d'expatriation en Angleterre. Et donc je suis plutôt dans la perspective candidat, voir un petit peu ce qui se passe dans la région après tout ce temps à l'étranger. Ça nous va bien, ouais. Du coup, au niveau de l'animation, l'idée c'est de pouvoir échanger, puisque voilà, on est là pour ça. On n'a pas la science infuse, hein, on est là pour ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du discours du démarrage, c'est qu'on est tous ensemble pour essayer de trouver des choses un petit peu innovantes et comment effectivement réussir cette inclusion. Donc n'hésitez pas, on va vous solliciter, mais n'hésitez pas à donner un petit peu vos façons de faire dans tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, enfin ce matin plutôt. Merci beaucoup. Merci. Donc du coup, nous allons échanger sur la question de la diversité. Donc la question de la diversité est au cœur de toutes les problématiques RH et encore plus aujourd'hui, puisque dans un contexte économique difficile qu'on vit et qu'on a vécu cette dernière année avec le Covid, c'est vraiment le recrutement et la diversité est au cœur de toutes les problématiques, sauf que en fait, on se rend compte, nous, Pôle emploi, dans notre quotidien, que les entreprises, avec ce contexte difficile, peinent à recruter dans la diversité parce que sont un petit peu frileux et préfèrent s'asseoir sur des habitudes de recrutement et peut-être prendre toujours ou recruter des personnes un petit peu sous le même moule en fait, même formation, même expérience, ça les rassure. Or, certains aimeraient bien aller vers la diversité puisque c'est un gain, c'est un levier de productivité. Pas tout le monde a le même niveau et va à la même vitesse dans les recrutements concernant la diversité. Et donc se pose le problème, quand on parle de diversité, de discrimination, de non-discrimination. Donc en fait, on va essayer aujourd'hui, nous, avec notre expérience, un petit peu de décrypter ces ces 3 mots, en fait, diversité, discrimination, inclusion. Et on a, grâce à notre expérience, Vanessa, imaginé quelques conseils en fait, à donner aux entreprises. On pourrait bien sûr en donner plein, mais on en a retenu 6 aujourd'hui pour aider les entreprises à réussir un recrutement inclusif au regard de tout ce qu'on vit chaque jour dans l'accompagnement des entreprises pour leur recrutement, mais également des demandeurs d'emploi dans ce qu'ils vivent au quotidien, en fait, au niveau des différences, au niveau de leur démarche de recherche d'emploi. Je te laisse peut-être rajouter quelque chose. Donc, pour la petite histoire juste, mais je pense que vous savez, hein, au départ, la diversité et l'inclusion est arrivée par une loi qui est l'obligation d'emploi. Donc, on est arrivé sur ce champ-là plutôt vers la sanction, c'est-à-dire, et c'est toujours le cas, hein, si vous ne recrutez pas tant de pourcents et c'est comme ça que Pôle emploi a accompagné les entreprises avec des offres d'emploi, c'était la discrimination positive, etc. Mais ça avait un petit côté sanction. Ça existe toujours, c'est une obligation légale, hein, la non-discrimination. Il y a énormément de critères de non-discrimination. 25. Ouais, 25, voilà. Par contre, aujourd'hui, on parle plus de diversité et d'inclusion. C'est, comment on va dire, un petit peu plus positif.
Donc l'idée, c'est de s'entourer de talents. Et on s'est rendu compte que finalement, on était beaucoup plus innovant, beaucoup plus effectivement performant. Tout ce qui est bien-être au travail, ouverture d'esprit, etc., qui permet effectivement de pouvoir. Donc on a ce petit côté plus positif. Tout à fait. Qui nous va beaucoup mieux que sanction, même si ça existe. On voulait faire un petit focus en fait et échanger avec vous peut-être sur ces 3 termes, donc diversité, inclusion et discrimination. Peut-être voir comment vous voyez, comment vous définissez, ou qu'est-ce que pour vous par exemple la diversité ou la discrimination, parce que souvent les entreprises, quand on rencontre des employeurs, pas tout le monde a un service RH, pas tout le monde est une grande entreprise. Nous, on rencontre souvent, par exemple dans le BTP aussi, des petites structures qui ont du mal à faire la différence et qui parfois, dans leur recrutement, ne font pas attention en fait à ce qu'ils mentionnent dans leur souhait de recruter certains profils ou pas en fait. Et quelque part, ils font de la discrimination sans s'en rendre compte. Donc, on peut peut-être échanger déjà sur ça. Sur votre vision, qu'est-ce que la diversité? Est-ce que vous, quand vous pensez diversité, est-ce qu'il y a cette notion de non-discrimination qui vient tout de suite ou pas forcément? Vaste sujet, hein. Notion, derrière diversité, on voit aussi, moi je vais parler pour peut-être des groupes un peu plus conséquents, oui. Mais un sujet de responsabilité, derrière. Alors évidemment, on parle bien souvent de situation de handicap, en tout cas, qui est le premier levier, mais des gens éloignés de l'emploi ou des gens en reconversion, c'est les sujets évidemment qu'on met dans la diversité, en tout cas dans les groupes. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans les groupes comme Vinci ou dans d'autres groupes chez nos confrères, cette notion de responsabilité employeur, d'autant que on souffre souvent de paupérisation, on va dire, de recrutement, etc. Donc on est clairement conscient de la responsabilité. C'est plutôt comment on fait qui est aujourd'hui le problème, et la mise en place de bons organes de transmission avec Pôle emploi ou autre. Mais en tout cas, c'est un sujet aujourd'hui qui nous manque pour aller plus loin. D'accord. Effectivement, dans l'émission de Pôle emploi au quotidien, c'est accompagner du coup des petites et des grandes entreprises effectivement dans leur recrutement et d'essayer d'ouvrir, comme on dit, un peu les chakras sur des profils plus éloignés de l'emploi. Et ça, c'est notre mission du quotidien. Et encore plus aujourd'hui. Et c'est pas toujours simple, effectivement. Oui. De handicap, on parle d'handicap physique ou mental? Tous les handicaps. Tout type en fait, le handicap, c'est vrai que pour le commun des mortels, est un handicap qui est visible. Ça va être la personne en fauteuil roulant, etc. C'est vrai qu'en travaillant à Pôle emploi, on est au plus près du handicap au quotidien, puisqu'on reçoit beaucoup de gens effectivement qui ne peuvent plus travailler par rapport à un handicap, etc. Donc c'est tout type de handicap. À partir du moment où il est reconnu par la MDPH, qui est la Maison des personnes handicapées. Voilà, donc n'importe quel handicap, ça peut être même quelque chose, même un port de charge lourde qui fait que vous ne pouvez plus exercer un métier que vous faites via une inaptitude ou qu'est-ce, vous pouvez avoir une reconnaissance handicapée et à ce moment-là, vous êtes considéré comme une personne handicapée. Alors que, par exemple, moi, je peux avoir un handicap qui n'est pas visible et qui rentre dans l'obligation d'emploi, etc. Mais du coup, il y a une adaptation au poste qui est nécessaire pour certains métiers. Voilà. C'est ça le handicap. Du coup, l'obligation d'emploi des personnes handicapées, en fait, et surtout concerne les entreprises de plus de 20 salariés, en fait, qui doivent embaucher 6% de leur effectif. Pour les autres, c'est pas le cas. Mais là, c'est la sanction, ça c'est l'obligation. Voilà. Après, ça peut être dans une démarche inclusive d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, mais c'est vrai que plutôt grande. Oui, tout à fait. Oui. Du coup, il faut faire la distinction en fait entre la diversité, c'est ce qu'on vous a noté sur qui est effectivement pas une obligation légale, qui n'est pas une obligation légale en fait, à part pour les entreprises de 20 salariés, donc ce qui concerne le handicap, et ensuite la discrimination qui elle est punie par la loi avec ses 25 critères en fait.
Donc nous, Pôle emploi, on essaye d'accompagner les entreprises dans le recrutement inclusif, d'une part pour les aider à recruter divers profils en fait, et recruter aussi différemment, parce que voilà, on s'est rendu compte que en fait, avoir différents profils de divers horizons, ça enrichit son entreprise, ça enrichit son image, ça permet d'aller plus loin, ça peut même aller vous aider à aller vers des marchés internationaux, puisqu'il y a un regard autre en fait, et du coup, ça vous permet aussi de non discriminer et d'être en accord avec la loi. Du coup, en fait, donc favoriser la diversité, c'est recruter inclusif. Donc, on a bien noté que c'était un défi de taille, mais pas insurmontable, et on est là pour vous aider au quotidien. Donc, comme on l'a dit, en fait, comme on l'a vu, c'est un levier de performance, en fait, de diversifier ses profils, en fait, dans son entreprise. C'est comprendre aussi que les différences entre les collaborateurs sont le plus bel atout d'une entreprise. Ça permet, comme je l'ai dit, donc de lutter contre les discriminations et d'être en accord avec la loi, mais surtout d'offrir les mêmes chances à tous les candidats. Et en fait, c'est vrai que nous, à Pôle emploi, ça nous tient à cœur, l'égalité de traitement. Du coup, c'est vrai qu'au quotidien, quand on accompagne les entreprises dans le recrutement, on le répète. Et quand on accompagne aussi les demandeurs d'emploi qui sont les plus éloignés de l'emploi. Ouais. Puis parfois, en fait, on discrimine quand on est recruteur sans le vouloir. En fait, on discrimine ou bien on exclut certains profils parce qu'on a des habitudes en fait par rapport à notre éducation, par rapport au milieu dans lequel on vit, par rapport à notre manière de penser. On a chacun aussi des types de personnes qui nous intéressent, d'autres moins. Du coup, souvent, on est attiré par les personnes qui nous ressemblent. Exactement. Et les autres, peut-être un peu moins. Enfin, pas tout le monde, mais c'est un petit peu ce qu'on remarque. On dit qu'en fait, on met 4 minutes pour se faire une impression sur quelqu'un. Parfois, cette impression par rapport à nos centres d'intérêt va être bonne et va du coup modifier notre manière en fait de la percevoir, et du coup va faire qu'on va la recruter ou pas. Donc nous en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est de vous montrer comment faire abstraction des biais inconscients et de vos habitudes, et justement d'aller vers un recrutement plus inclusif. Du coup, pour illustrer ça, d'après vous, c'est quoi les conseils? Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien pour recruter dans la diversité? S'il y avait un conseil à donner aux personnes qui sont là, il y a sûrement des choses que vous mettez en place, j'en suis sûre. Est-ce que vous avez une idée des conseils auxquels on a pensé? Vous appelez notre service entreprise Pôle emploi, vous nous dites voilà, j'ai besoin d'un développeur. Et là, vous allez nous donner vos critères, en fait. Vous allez d'abord définir le poste, mais vous allez nous dire, vous allez nous donner vos critères, en fait, pour le profil. Et souvent, une idée de conseil, du coup, à donner à... Non ? Pour moi, c'est un peu différent, puisqu'on est en contact avec des entreprises qui vont recruter des personnes que l'on accompagne dans leur repositionnement professionnel, généralement des personnes qui viennent se former au métier du numérique et qui ont fait toute autre chose avant, parfois de la restauration, peu importe. Et la difficulté, c'est effectivement de rentrer sur un champ qui est un peu différent de ce que mettent en place généralement les entreprises, où ils définissent les compétences attendues par rapport à des missions, à des tâches, ils font des fiches de poste assez classiques. Et la difficulté qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accompagne, c'est que si on reste sur le même référentiel, c'est pas ces profils-là qui passent en premier. Et du coup, c'est comment on va valoriser des parcours de personnes qui ont fait preuve d'investissement, de travail pour mettre en œuvre leur projet professionnel. Et c'est ces qualités-là qu'on essaye de mettre en avant pour justement présenter l'investissement qu'aura la personne dans sa prise de poste, le fait de lui donner sa chance pour réussir son projet professionnel avec un retour qui sera fort également pour l'employeur, son organisation, et puis pour la personne aussi. Et donc, on ne sait pas forcément se baser uniquement sur les compétences, mais aussi montrer à la personne que le candidat a une capacité pour acquérir de manière autonome des compétences différentes. En fait, ça fait partie de la pédagogie qu'on met en place aussi au sein de l'école. Donc, c'est expliquer déjà la
pédagogie qui est la nôtre, c'est-à-dire une pédagogie active où la personne est autonome, même si un accompagnement individualisé, avec beaucoup de projets professionnels et de mise en pratique professionnelle. Et c'est leur présenter le fait qu'une personne elle va travailler sur des projets parfois 3 semaines, sans connaître forcément un langage ou une technologie, et que par de l'accompagnement ou par une capacité de travail d'une manière autonome, avec des outils qu'on va retrouver sur Internet par exemple, la personne met en pratique un projet et arrive à des résultats. On le fait aussi en mettant en place des événements où on va inviter des entreprises à venir voir ce que les candidats chez nous vont pouvoir produire pour qu'elles puissent avoir une vision factuelle, réelle, de ce qu'a été en capacité de faire un apprenant, futur alternant par exemple. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses. Mais... On dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Et on dit ça parce que voyager, rencontrer des cultures différentes, rencontrer des façons de vivre différentes, ça enrichit et ça nous rend plus forts. Et ben nous, ce qu'on fait à Simplon, et c'est ce que vient de dire Antoine, c'est qu'on invite les entreprises à venir rencontrer notre diversité à nous, chez nous, nos profils qui sont différents, et qui sont différents pas parce qu'ils viennent de pays différents ou de cultures différentes ou de sexes différents ou d'âge, mais parce qu'ils ont aussi des profils, parce qu'ils sont parfois boulangers ou bien anciens plombiers, et parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils se sont dit « mais en fait, j'ai choisi ce métier-là par défaut, mais moi, ce qui me passionne, c'est le numérique, et j'ai envie de me lancer ». Et je trouve que ce sont des profils beaucoup plus forts, parce qu'ils ont déjà une énorme motivation, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent où ils veulent aller, ils ont un projet professionnel qui est très bien construit, et on s'enrichit. Je pense que les entreprises s'enrichissent de ces motivations-là, de bagages différents, plutôt que, et je sais qu'il y a une conférence à côté qui s'appelle la tech des clones, où effectivement, je pense que dans beaucoup d'entreprises, on s'évertue à embaucher toujours les mêmes profils, avec les mêmes parcours, parce qu'il y a un certain formatage aussi qui rassure. C'est ancré aussi dans, oui, bien sûr. Dans nos habitudes. Mais je pense qu'effectivement, avoir cette diversité-là dans des équipes, et Simplon, nous aussi, on vient tous les trois de profils très différents, ça nous enrichit pour notre travail au quotidien. Du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, aujourd'hui, quand on va de plus en plus, puisque le thème ici, c'est d'aller vers ce qu'on va faire d'ici 2031, mais on va de plus en plus vers des recrutements sur les compétences, mais pas que, les compétences douces aussi, et la motivation en fait partie, en fait. Donc, du coup, les soft skills, voilà. Mais oui, voilà. Donc, du coup, la motivation... Oui. Oui, nous, en tant que société de conseil, on est dépendant automatiquement des attentes finales du client. Et vous en parliez parfaitement. Aujourd'hui, c'est sûr que la démarche dans laquelle on s'est lancé, c'est sûr qu'on va présenter un profil un peu atypique, si je puis dire. Et c'est un peu notre ADN chez nous. Mais derrière, l'idée, c'est de se dire, plus on établit une relation de confiance avec notre client, plus il a vu que... De base, en fait, pour moi, il faut se baser sur, on parlait des clones, mais les experts et leur donner, on donne chez nous un rôle de parrain à des personnes qui ont cette expertise en disant, mais vous allez travailler avec cette personne-là et vous allez voir que derrière, il va avoir un travail efficace. Donc, du coup, c'est une relation de confiance à mettre en place avec le client final. Et derrière, c'est à nous, ESN, je pense aujourd'hui, sur notre sujet, d'ouvrir les chakras aux entreprises. En gros, pour moi, on a ce rôle de levier. Je prends votre exemple chez Simplon. C'est à nous de travailler avec Simplon pour travailler avec ces profils-là, pour ensuite aller voir les entreprises. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait tout un cheminement intellectuel et d'ouverture d'esprit. Et chacun doit faire un pas en avant. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça passe par l'expertise de certains de nos collaborateurs qui doivent dire on doit avancer avec lui parce qu'en fait, il n'est pas juste comme moi, le Bac+5 qui a fait l'école d'ingé, il a quelque chose d'autre à apporter. Et c'est quelque chose que nous, on met en place à travers un rôle de parrain aujourd'hui et qui marche particulièrement. Ça rejoint un peu un des autres conseils sur comment on communique, comment on forme aussi nos collaborateurs à accueillir, à intégrer et à accepter un petit peu des profils différents et qui montrent que ça permet aussi de se nourrir des différences de chacun des parcours. Ça permet une certaine ouverture d'esprit et puis du coup de la créativité, de l'innovation, des choses comme ça, parce que finalement si on se met tous ensemble et qu'on se ressemble,
ça va pas en le fait, même. Je pense qu'il faut que chaque recruteur fasse un constat déjà sur ses. Du coup, effectivement, ça rejoint un petit peu. Oui. Bon, après, ça rejoint plein de conseils parce que finalement, c'est en transverse. L'idée, c'est effectivement de travailler sur nos inconscients, et ça, c'est pas. On s'en rend pas compte en fait. Nos inconscients, nos habitudes. Et faire vraiment une analyse de ce qu'on fait. Et finalement, se dire à quel moment j'ai été discriminant. Et en fait, il y a plein de moments où on est discriminant, où on s'en rend pas compte. Ouais, j'arrive. Et du coup, là, on parlait de reset, mais c'est vraiment ça. Il y a des outils pour ça, mais en tout cas, et peut-être essayer de repartir à zéro de tout ce qu'on a l'habitude de faire au final. Oui, je voulais dire, je suis très content d'être ici en fait, parce que moi, je suis franco-américain. Mon associé est franco-canadien. On s'est installé à Marseille parce que c'est la capitale de l'altérité pour nous. Il n'y a aucune ville en Europe. Alors aux États-Unis, oui. Hein, à Toronto, par exemple, c'est très divers. Et donc nous, on a toujours été habitués à travailler avec soit des ingés, soit des devs, soit des quality insurance people, etc. On a toujours été habitués à travailler avec des gens, mais du monde entier, quoi. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est parce qu'on sait qu'on va retrouver des gens du monde entier ici. Et alors avec des parcours qui sont différents, mais avec des valeurs ajoutées aussi. Bien hein. sûr, bien sûr. C'est ce qui fait la richesse, la diversité fait la richesse. Après, au-delà des nationalités, je dirais, c'est vrai qu'à Pôle emploi et avec Simplon, c'est vraiment sur des publics qui sont très, très, très éloignés de l'emploi finalement, avec des difficultés, que là est tout l'enjeu, en tout cas pour nous, et c'est pour ça qu'on est content d'être là ce matin, parce que c'est un peu notre ADN, on va dire, d'essayer de pouvoir accompagner des personnes qui n'auraient absolument pas pensé pouvoir être capables d'être développeurs ou avoir des métiers comme ça un petit peu dans la tech, on va dire, les accompagner et effectivement de pouvoir les proposer à des entreprises qui n'auraient absolument pas pensé pouvoir... voilà, ça c'est notre vraiment... rôle, c'est un petit peu aussi de faire changer les mentalités, mais d'accompagner aussi les demandeurs d'emploi qui n'auraient pas eu, par exemple... la chance à un moment donné de faire une formation ou bien de savoir se présenter. Donc on organise pas mal d'accompagnement dans ce sens-là. Et même nous, en fait, en même temps qu'on organise des recrutements, on prépare avec nos collègues conseillers à l'emploi ces demandeurs d'emploi, notamment à apprendre à se présenter, à apprendre à mettre en avant des qualités. Oui. Merci. Il y a une chose que, pour revenir un peu sur comment en fait, rédiger une fiche de poste, oui. Parce que c'est difficile dans une volonté d'être inclusif. Ce que je fais, c'est en fait d'écrire ce qui nous passionne aujourd'hui dans notre entreprise pour laisser une porte beaucoup plus ouverte à des candidats et avoir du coup l'opportunité d'avoir des candidatures et des échanges téléphoniques avec ces personnes-là. Après, donc, tout ce qui est processus de recrutement, c'est très difficile de lever on est confronté à des biais cognitifs, je pense. Donc, on a essayé de construire, je pense, plusieurs étapes pour avoir différentes personnes. Après, en ce moment, et c'est peut-être une question que du coup je pose à tout le monde, c'est on hésite à mettre en place un test de personnalité pour du coup totalement lever nos biais. Et j'aimerais bien savoir si des personnes ont pu le mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Inès, je pense que toi, tu as créé des outils chez Inco. Bonjour à tous. Oui, c'était l'opportunité aussi pour moi de vous parler d'un projet qu'on avait fait chez Inco en fin d'année 2020. On avait fait un guide du recrutement et de la tech inclusive qui était orienté sur les minorités de genre, mais qui peut aussi s'appliquer à des minorités tout court ou à des personnes un peu moins représentées. Et dans ce cadre-là, on a tout un tas de conseils et d'outils qu'on avait évoqués, notamment quand on parle de biais inconscients, enfin d'avoir conscience du fait qu'on n'est pas forcément inclusif. Déjà, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans la bonne posture parce que vous savez que vous voulez aller dans cette diversité-là. Les conseils qu'on expose, qui sont des conseils tout simples finalement, mais c'est tout simplement dans vos entreprises, par exemple, d'avoir des experts ou des workshops, enfin, des ateliers concernant la diversité et l'inclusion. Participer à des événements aussi comme ça, et j'ai
3 ou 4 cours en ligne, si ça vous intéresse, sur ces sujets-là, qui sont en anglais, mais qui sont extrêmement bien construits. Il y en a un, notamment, qui a été créé par Microsoft, qui s'appelle E-Listen in Conscious Bias, et qui vous permet, en fait, via ce MOOC-là, finalement, de comprendre quels sont les biais inconscients. Parce que même si on est plein de bonne volonté et qu'on veut aller sur de la diversité, il y a toujours une minorité de genre ou des personnes qu'on ne considérerait pas, en fait, malgré soi, dans nos recrutements. Donc, en fait, c'est juste de pouvoir faire des cours en ligne. Il y a Microsoft, donc comme je vous disais, si vous tapez sur Internet, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Il y a également Grovo, Grovo, qui a fait un MOOC, donc un cours en ligne qui s'appelle Address Your Unconscious Bias, qui peut également vous aider. Et une troisième entreprise qui s'appelle Project Implicit, qui, dans le même sens, va pouvoir vous aider à avoir conscience de vos biais inconscients. C'est la toute première étape, et c'est pour ça qu'on en parle dans ce conseil numéro 1, juste pour avoir conscience de tout ce qu'on oublie malgré soi, et même avec la meilleure volonté du monde. Deuxième chose aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est de définir et de communiquer clairement vos valeurs au sein des entreprises, dans le sens où on a encore une fois tous des très bonnes volontés, mais de s'asseoir autour d'une table et de les exposer clairement, ça change tout et ça rend la démarche beaucoup plus proactive. Ce qu'on peut conseiller également, c'est d'avoir, donc Simplon, vous l'évoquiez, ou je ne sais plus si c'était peut-être Clanic, il me semble, d'intégrer vos employés dans cette démarche. Donc, on peut parler de parrainage, on peut aussi avoir des référents, bien sûr des référents handicap, des référents de minorités de genre, qui peuvent justement être ces porteurs de parole au sein des entreprises. Clarifier et définir ces valeurs-là, c'est le premier pas pour essayer de vouloir faire changer les choses au sein des entreprises. Du coup, on va passer au conseil numéro 2. Ouais. Bon, après, je crois que dans tout, on a parlé un petit peu de tout, mais là, c'est juste pour essayer d'asseoir un petit peu les conseils, effectivement. Donc, le conseil numéro 2, ça parle justement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur comment on rédige une fiche de poste inclusive. Et c'est vrai que finalement, sur la rédaction, du coup à Pôle emploi, c'est pas toujours aisé. C'est pas toujours évident et parfois parce que la motivation sur une offre d'emploi, c'est subjectif. Du coup, comment attirer effectivement les profils via une offre d'emploi toute simple, avec un code, je pense que pour ceux qui ont déjà passé des offres à Pôle emploi, on va vous demander un code ROM. Vous allez vous dire, oh purée, mais c'est quoi ce code ROM? Mais non, mais moi je veux ça, mais c'est pas tout à fait ça, ça rentre pas dans la case, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué de pouvoir ouvrir à d'autres. Après, on a d'autres moyens, vous allez voir, d'attirer des candidats. Vous pouvez vous faire accompagner pour rédiger votre offre d'emploi, parce que parfois, vous allez être, comme on disait tout à l'heure, sans vous en rendre compte, discriminant, mais aussi vous allez exclure en fait, en fonction du terme que vous allez employer dans votre offre d'emploi, vous allez pouvoir exclure des publics qui ne vont pas oser candidater. Par exemple, si vous mettez un critère école de commerce, en fait, il y a des étudiants qui sortent d'une université qui vont se dire, tiens, ils veulent que des écoles de commerce, des diplômés d'école de commerce, on ne va pas postuler. Après, il y a tous les termes 1, 1, mais bon, ça, je pense que quand même, ça Après, à Pôle emploi, on est sur des offres qui sont non discriminantes. Il y aura, voilà, là, c'est obligatoire, on n'a pas le droit, on ne le fait pas. Après, c'est comment, effectivement, au-delà de la rédaction de l'offre, attirer les talents aussi, tout à fait. Avec d'autres moyens que l'offre d'emploi classique qu'on peut, parce que souvent, quand vous diffusez juste une offre d'emploi, finalement, l'action va pas forcément attirer, ils vont pas forcément oser, parce que là c'est pareil, on a le côté entreprise qui dit moi je veux attirer des nouveaux talents, mais il y a la personne qui va pas oser répondre à une offre d'emploi puisqu'elle se sent pas non plus capable de, et c'est là qu'on vient partenaire et Pôle emploi et entreprise un petit peu innovante pouvoir trouver des solutions à ça. Nous, souvent, on vous demande d'ailleurs de rajouter un descriptif de votre entreprise dans la rédaction de l'offre d'emploi, de manière à vous présenter, et peut-être que ça va attirer des talents qui se reconnaissent dans vos valeurs, en fait, si vous arrivez à les mettre en avant. Donc, outre la rédaction de l'offre d'emploi, il y a aussi la présentation que vous allez faire dans cette offre-là, en fait, de vos valeurs, de votre entreprise, qui vont pouvoir attirer
des talents, tout simplement. Et du coup, c'est là où effectivement on parlait de profil atypique et effectivement on est aussi content qu'il y ait Simplon ou d'autres Rocket School avec qui on travaille aussi au quotidien. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour pouvoir travailler sur l'inclusion des publics et de pouvoir diversifier les sourcings auprès des entreprises et pouvoir justement répondre à cet enjeu-là qui est vraiment important en termes de responsabilité, je trouve, au niveau de notre société, tout simplement. Et enfin, un petit conseil aussi qu'on peut vous donner justement dans l'écriture de ces offres d'emploi, où on se rend pas souvent compte qu'on discrimine un peu malgré soi à certaines personnes. Je vous conseille d'utiliser un outil qui est très surprenant au niveau de la discrimination dans le genre, qui s'appelle Gender, comme genre, décodeur. C'est un outil qui va vous permettre de prendre votre offre d'emploi et de repérer tout ce qui est discriminant au niveau du genre. Vous allez voir, c'est très surprenant parce que malgré soi, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont discriminantes, alors que, encore une fois, on peut avoir beaucoup de bonne volonté. Tu as un exemple, Inès, du coup ? C'était... là, j'en ai pas... De toute façon, c'est assez surprenant quand on le fait. Après, il y a des mots, typiquement, qu'il faut éviter d'utiliser. Au niveau du genre, essayer d'éviter les mots type leader, compétition, individuelle, qui, malgré soi, sont connotés, alors que, encore une fois, on a de la bonne volonté, et plus favoriser les mots du type soutien, engagement, partage, qui sont du coup plus inclusifs et vont permettre à plus de personnes de se sentir inclus dans cette offre d'emploi. Oui, donc même au niveau des termes qu'on emploie sur une offre d'emploi, ça permet d'ouvrir à d'autres profils. Exactement. Finalement et de ne pas en exclure. Ouais. D'accord. Mais je vous conseille le gender décodeur, vous allez voir, c'est surprenant. Du coup, je reviens juste 2 secondes sur le sourcing. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner fait, de tous les partenaires institutionnels, des associations de quartier, des associations qui gèrent l'emploi des publics qu'on n'a peut-être pas l'habitude de recruter, en fait, parce que ça va vous ouvrir et vous aider à recruter, à aller vers d'autres talents auxquels vous n'auriez pas pensé peut-être ou vers lesquels vous n'allez pas naturellement. Après, c'est vrai que nous, à Pôle emploi, du coup, comme on a un tissu de partenaires et on a quand même une force de frappe plutôt... Voilà. C'est vrai que nous, quand on recrute des profils atypiques, on essaye de pouvoir travailler en partenariat avec l'ensemble des partenaires du territoire. Souvent ça va du centre social, l'accompagneur, à l'animateur de rue, à des associations, après les missions locales, toute institution, etc. Et c'est vrai que de plus en plus, on travaille en partenariat de cette manière-là pour accompagner nos publics. Du coup, on parlait tout à l'heure de comment, effectivement, quels sont les outils... Je sais pas si ça marche. Ouais. Quels sont les outils pour aider justement à attirer ces soft skills? Donc, on parlait de tests de personnalité tout à l'heure. Donc, effectivement, l'idée, c'est aussi de construire une grille de compétences en fait, au-delà des compétences. Le micro ne marche plus, je pense, mais voilà, il faut construire ou vous aider à construire une grille en fait d'évaluation des compétences clés qui serait commune à tous les candidats en fait, de manière à n'exclure personne. Et également aussi de miser, comme on l'a dit, sur les soft skills pour vous permettre d'élargir vos horizons, de rencontrer les nouveaux profils, mais également de construire une grille, en fait, un guide d'entretien de façon à traiter les candidats en entretien de la même manière en fait, et de leur poser à tous les mêmes questions, que ce ne soit pas subjectif en fonction d'une rencontre et d'un sentiment que vous aurez. Donc comme ça, vous traitez les candidats de la même manière. Donc une grille de compétences avant la rédaction de l'offre et la rédaction du profil, mais également une grille d'entretien commune à tous les candidats. Un autre conseil, ça peut être aussi au cours des interviews d'avoir une diversité de profils des personnes qui recrutent, notamment avoir des personnes qui ont des rôles et des niveaux différents dans l'entreprise pour pouvoir avoir aussi un retour de ces personnes-là et ne pas avoir uniquement des hommes ou uniquement des personnes du même niveau hiérarchique dans l'entreprise.
On peut aussi penser à des process plus créatifs, autres que seulement des entretiens de motivation et des entretiens liés aux compétences. Donc, et ne pas faire seulement des formats d'interview, mais par exemple des formats vidéo ou des formats, par exemple, je sais que chez Netflix, ils font des contests sur Instagram pour tester leur profil créatif. Ça peut être également des moyens de tester des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des interviews ou des entretiens classiques et de pouvoir justement voir ses compétences autrement. Alors ça demande plus de proactivité, ça demande plus de réflexion côté RH des entreprises, mais c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir attirer des profils un peu plus différents. Ouais, ça là, ça rejoint. Ouais, on en a déjà parlé, effectivement. C'est le nerf de la guerre, l'égalité, donner sa chance à tous. L'égalité de traitement et voilà, une grille d'entretien. Après, le conseil numéro 6, en fait... Là, ça rejoint ce que disait Inès. Oui, en fait, c'est vrai que de former vos collaborateurs, de les inclure dans vos recrutements participatifs à tous les niveaux hiérarchiques, ça permet effectivement aussi de pouvoir créer de l'engagement au niveau de vos salariés. C'est ça. Une fidélisation aussi une espèce d'ouverture et puis d'attirer aussi des candidats. Forcément, ça a tout à gagner, on a tout à y gagner là-dessus. Exactement. Et il y a des formations justement sur l'inclusion, la non-discrimination. Il y a vraiment de la mixité, sur la mixité. Il faut former ses collaborateurs à la mixité et les associer aussi à vos recrutements. Du coup, ça permet un autre regard et peut-être une sélection. Je ne sais pas si vous recrutez de cette manière-là, vous. Du coup, dans vos entreprises, la façon dont vous recrutez, je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner là-dessus, sur la façon innovante un petit peu de recruter peut-être vos collaborateurs plus que les candidats. Non. Chez vous ? Chez nous, on s'efforce de le faire. Alors, on doit vaincre évidemment combattre des habitudes, des pratiques managériales également, de la même façon qu'on a pu l'entendre. Il y a des conseils très concrets qu'on ferait bien de s'appliquer aussi parfois sur l'évaluation ou sur les fiches de poste, c'est sûr. Mais voilà, donc en tout cas, chez nous, ça prend plutôt forme, mais il y a des habitudes, c'est une volonté affichée et c'est une responsabilité, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Voilà. Oui. Du coup, au niveau on voulait aussi vous parler de Pôle emploi aussi sur toutes les politiques qu'on peut mettre en place pour vous aider à recruter de manière inclusive. En fait, ce sont les politiques publiques, les mesures. C'est les politiques publiques, c'est l'État en fait. Donc c'est vrai que au niveau de toutes les différentes politiques publiques, elles visent toutes à inclure, à favoriser l'inclusion des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc on a plusieurs, on ne va pas rentrer dans le détail, c'était juste pour vous en parler parce que c'est important de les connaître. Vous avez peut-être tous entendu avec donc il y a effectivement, COVID. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan Un jeune, une solution avec toutes les aides de l'État. Elles sont importantes et elles sont encore présentes et peut-être même de plus en plus. C'est ça, donc, les emplois francs aussi. Donc les emplois francs effectivement qui assurent l'inclusion des personnes en quartier prioritaire de la ville. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a beaucoup de quartiers prioritaires de la ville. Donc, il y a beaucoup de candidats éligibles à ces mesures-là et du coup des talents aussi à recruter. Exactement. Et nous organisons souvent justement des recrutements et de la promotion au plus près des territoires, en fait, pour essayer aussi de faire changer les mentalités, parce que souvent, notamment à Marseille, parfois, on pense, quartier prioritaire de la ville, on met un petit peu des choses négatives, des connotations négatives. Or, des quartiers prioritaires, il y en a 2 partout dans Marseille et des publics qui sont très intéressants, qui vivent dans ces quartiers, que nous essayons d'aider à. Donc, il y a pas mal d'aide à l'embauche aussi, avec des mesures d'adaptation, effectivement, au poste, pour vous aider. Donc, du coup, c'était pour des actions de formation financières pour les entreprises, pour inclure. Il y a même des possibilités d'immersion du candidat au sein de l'entreprise, juste pour voir un petit peu si ça peut matcher avant le recrutement. Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles, effectivement, Pôle emploi peut vous accompagner pour
créer de la diversité dans votre entreprise et inclure des candidats qui soient différents, talentueux et pour lesquels vous n'auriez pas forcément... Ou qui peut-être, voilà, à qui il manque parfois une compétence ou deux, et Pôle emploi vous aide financièrement à les former, en fait, tout simplement, et à les adapter au poste. Oui. Il a levé la main avant vous, je suis désolée. Après. Bon, je vous donne le micro très vite. C'est juste pour un partage d'expérience, puisque vous nous avez posé la question. Alors, c'est assez évident que quand vous embauchez quelqu'un, vous voulez que ça se passe bien avec l'équipe, et avec le manager, et avec le projet. Et donc, nous, on s'est vraiment concentré là-dessus, c'est-à-dire que la partie purement technique, bon, bah, elle est plus ou moins évidente, la partie humaine, elle est moins évidente, et pourtant, c'est là que ça se joue. Oui. Voilà, donc on a simplement un outil qui permet d'aligner le projet, l'équipe, le mode de management et le poste. Donc, on démarre en fait le recrutement par la partie comportementale du poste. Qu'est-ce qu'on attend de cette personne en termes de comportement? Comment elle va interagir avec ses équipiers, avec son boss? Et c'est quand même une partie vachement importante et qui donne envie aux gens qu'on leur en parle, parce qu'on leur dit comment ils sont fabriqués, comment il va matcher avec son équipe. Et tout d'un coup, ça fait des étincelles dans les yeux. D'accord, ok, super. Ouais, faudra qu'on n'en reparle plus. Moi, ce que je voulais quand même partager, c'est que je ne pense pas que les profils, comme on les appelle, à inclure, ou les profils divers, manquent en compétences. C'est-à-dire qu'ils sont à former, mais comme n'importe qui sort du bac ou qui sort de 3e et qui va en CAP, ou qui sort du bac et qui va dans une école, il y a de la formation à faire. D'autant plus dans les métiers du numérique, où clairement, les technologies évoluent, et n'évoluent pas sur 10 ans ou 15 ans, mais évoluent souvent d'année en année. Et donc, on peut avoir des demandes une année de gens qui font du JavaScript, et puis l'année suivante sur une autre techno. Et donc, en fait, il manque toujours une compétence à quelqu'un. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire le profil, il manque des compétences, donc c'est pas bon, parce que de toute façon, il manque des compétences. Donc, je pense que le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que cette personne a envie de faire, comment elle va s'intégrer dans l'équipe, comme disait monsieur, quel est son degré de motivation, quel est son degré d'autonomie. Je pense qu'on est beaucoup plus sur les soft skills. Oui. Je pense qu'on ne peut pas dire non plus que parce qu'on sort d'une grande école, on est plus fiable. Ce serait quand même... Enfin, je trouve l'idée un peu gênante de dire que parce qu'on sort d'une grande école, on arrive plus à l'heure que quelqu'un d'autre, ou qu'on est plus engagé que... Je ne crois pas. Donc je pense que là-dessus aussi, c'est important de se dire que une personne vaut mieux que, ou vaut moins bien que... Enfin, non, ça ne se joue pas là, en fait. Je crois qu'on a tous nos chances. Et c'est ça que Simplon, en tout cas, s'engage à faire. Tant mieux, tant mieux. Du coup, on voulait terminer avec un outil qui a été développé à Pôle emploi sur la méthode de recrutement par simulation, qui permet de recruter de manière inclusive. Sûrement, vous la connaissez peut-être pour certains d'entre vous, mais on trouvait quand même que c'est un outil qu'on utilise depuis je ne sais pas combien d'années, du coup, 95, donc c'est pas non plus très récent. Mais voilà, c'est quand même une bonne méthode et on voulait vous exposer cet outil. Du coup, Eric, je te laisse. Bonjour. Alors, je vais être très rapide sur la MRS. Eric Jourdain, donc moi je m'occupe de recrutement par simulation. Nous sommes 4 à Marseille à s'occuper de ça, pour tout secteur d'activité. Et en fait, nous, on est en avance peut-être sur les recruteurs, puisque lorsqu'on recrute par simulation, l'employeur s'engage à ne pas demander le CV. Donc l'employeur recrute sans CV. Et il va recruter sur quoi? Sur des capacités. Nous, on va les définir comme des habiletés, en fait. Donc on a un référentiel de 17 habiletés. On analyse les postes de travail auprès des entreprises. C'est comme ça qu'on a créé notre séance de codeurs-développeurs, en fait. On est allé au sein des entreprises
on a analysé les postes de travail sur des startups, sur des PME, sur des grosses entreprises comme GFI, hein, voilà. Et de là, on a créé une séance de codeurs-développeurs via des habiletés. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on veut une personne qui sache créer, innover, une personne qui sache s'adapter, une personne qui sache travailler en équipe, une personne qui sache analyser, recueillir des données, etc., etc. C'est ça qui nous fait la création de l'exercice. Donc l'employeur s'engage à recruter via l'AMRS, donc pas de CV, il ne demande pas l'âge, il ne demande rien du tout. On lui propose des personnes qui ont les capacités à s'adapter au poste de travail. D'accord? Ça veut dire quoi, s'adapter au poste de travail? C'est que tout ce qui est compétences techniques, on le met de côté et on lui intègre une formation longue, style POE à FPR, de 800 heures par exemple, pour être codeur-développeur à terme. C'est action de formation préalable au recrutement. Voilà, merci. Donc cette méthode, elle existe depuis 1995. Nous, on recrute pour des entreprises. Un exemple, hein, GFI avait un projet de 8 codeurs-développeurs, donc sur Aix-en-Provence. On fait passer les exercices aux candidats. Ceux qui réussissent vont en entretien et puis après rentrent dans le process formation. Voilà. Et on a fait la même action sur Avignon, où là, on était sur de la PME, TPE, start-up. D'accord? Donc, ils se sont regroupés, ils ont pris un poste chacun, et on a fait la même action. Exercice de simulation, réussite, entretien, emploi. Oui, voilà. C'est vrai que la MRS, du coup, il faut soit un grand groupe qui a un gros volume, un volume de 8-10 personnes, voilà. Ou alors un regroupement de petites entreprises. Parce que du coup, il y a quand même des exercices. Oui, les exercices sont assez... Donc tout se fait par tablette numérique maintenant. Hein. Donc on a numérisé notre séance. Et à partir de 3-4 postes, on peut recruter. Voilà. Monsieur. Alors, qu'est-ce que vous entendez par image? Alors, ouais, ça sera sur l'entreprise. Alors nous, on a des outils lorsqu'on fait passer les exercices sur le comportement, hein, bien sûr. Et après, ceux qui réussissent, il y a un entretien. Donc sur l'entretien, on est en capacité, oui, voilà, on est en capacité de, et on a des outils pour aussi éviter les biais de perception. Voilà. Donc oui, on peut le faire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette méthode. Non. Du coup, notre atelier se termine. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant de se quitter. Alors, je donne un exemple. Je suis coach. J'aide les entrepreneurs à créer leur entreprise. Et aujourd'hui, on a une problématique observée concernant les postes à FPR, tout ce que vous disiez tout à l'heure pour aider à l'embauche, aux chefs d'entreprise d'embaucher. Aujourd'hui, on nous conseille de prendre des jeunes automatiquement. Et ça, c'est une problématique. Parce qu'en fait, on veut prendre la personne qui correspond le mieux à notre activité. Et on limite, je veux dire, la formation. Ça veut dire que on parlait de compétences tout à l'heure qui sont en manque de compétences, même si ils ont un CV qui a marqué commercial, par exemple. On va vous dire, sur la fiche de poste, comme elle a été commerciale, donc vous avez droit à 100 heures d'AFPR. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout, et c'est ce qu'on vit actuellement. Est-ce que vous avez une réponse à cela, s'il vous plaît?
Alors, du coup, effectivement, donc nous, à Pôle emploi, on a un volume d'aide publique, d'accord? Donc, c'est de l'argent, c'est votre argent. Du coup, quand une entreprise nous fait une demande par rapport à un besoin particulier, on va avoir des candidats et effectivement des besoins. Et vous, pour mettre en place une action de formation, vous allez nous dire, voilà, j'ai tel besoin, j'ai ce candidat, mais il lui manque telle ou telle compétence, ou telle aptitude, ou telle prestance, ou telle image, d'accord? Et on a besoin de le former. Nous, on est garant que ce soit, comme on dit, équitable, et que ce soit, voilà. Donc, effectivement, nous, en tant que Pôle emploi, on va forcément vous dire non, monsieur, on pense que 100 heures suffisent pour accéder, pour cette personne à être formée, accéder à l'emploi, ou si votre plan de formation, effectivement, tient la route, etc. Donc, c'est vraiment de la négociation. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent public. Deuxièmement, la personne que vous allez recruter est stagiaire de la formation, donc n'est pas salariée de l'entreprise, donc n'a pas de salaire, entre guillemets, mais elle a soit... Voilà, soit effectivement elle prend sur ses droits de chômage, soit elle a une rémunération parce que toutes les personnes qui sont formées par Pôle emploi ont une rémunération. Donc c'est là qu'effectivement on va rentrer en négociation et c'est là qu'on va ou pas vous dire OK pour 400 heures parce que c'est 400 heures le maximum ou pas. Après, mais je dirais que voilà, ça se négocie. Chaque cas est différent puisqu'on a chaque personnalité et parcours différents. Donc effectivement, on peut, il nous arrive de refuser, mais c'est pour de bonnes raisons. Voilà, c'est pour souvent protéger les candidats entre guillemets très compétents avec tout ce qu'il faut, parce que c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui vont utiliser ça comme une espèce de période d'essai, etc. Donc si c'est vraiment une formation qui tient la route, etc., il n'y a pas de sujet. Nous, au contraire, on est là pour faire accéder les personnes. Donc c'est notre quotidien aussi de faire ça. Et j'entends que ça soit frustrant pour vous, avec tout ce que vous avez, tous les projets que vous avez avec cette personne-là. Mais en tout cas, c'est de la négociation. Donc, il faut faire entendre à votre Pôle emploi, votre agence, qu'effectivement, la formation, elle est nécessaire pour pouvoir bien accueillir et intégrer votre candidat. Oui. Avec grand plaisir. Vous avez nos coordonnées. Avec grand plaisir. Donc du coup, on va terminer parce qu'on a pris un peu de retard tout à l'heure par rapport à la présentation. Je voudrais juste rajouter quelque chose en fait, puisqu'on parle d'inclusion, on a parlé de tout public, mais des jeunes aussi. Donc je vais faire un peu de la promo. Je suis référente du dispositif Un par un emploi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc pour ceux qui sont intéressés, en fait, en partenariat avec ma région Sud, nous faisons parrainer des jeunes diplômés, minimum bac plus 3 et plus, en fait, par des chefs d'entreprise, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents, un réseau, des savoir-être. Donc le but est de faire accompagner ces jeunes, en fait, par vous. Pour leur présenter un réseau et leur donner des conseils avisés pour pouvoir les inclure plus facilement sur le marché du travail et dans les entreprises. Du coup, on est disponible après si vous voulez en parler. Et effectivement, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les jeunes, mais on a d'autres aides pour les moins jeunes. On pourra en parler aussi après. On voulait vraiment vous remercier de la qualité des échanges et du temps passé. On a été vraiment très heureux. Et puis, on vous souhaite une belle journée dans le Grand Bain. Merci Carole, Inès, Eric et tous. Une belle matinée, une belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci.